Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus des sommets enneigés aux ruelles ensoleillées. À travers ces vidéos, il nous embarque aux quatre coins du globe pour partager ses coups de cœur, ses bons plans et surtout sa vision d'un tourisme plus humain. Focus sur l'un des globetrotters les plus suivis du web, Bruno Maltor. Et puis, votre ado passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et quand vous lui demandez ce qu'il fait, il vous répond « je révise ». Difficile à croire. Et pourtant, depuis quelques années, une nouvelle génération de passeurs de savoir a investi les plateformes. Au programme des contenus courts, des références qui parlent aux jeunes et surtout une autre manière d'expliquer. Histoire, français, langue vivante, sciences et même mathématiques, tout y passe. Et justement, nous recevons l'un d'entre eux aujourd'hui, c'est Ulrich Mama. Bonjour. Bonjour. On vous connaît mieux sous l'alias prof de la Cahier. Vous êtes créateur de contenu éducatif sur les réseaux sociaux et on va découvrir tout ça ensemble dans un instant. Mais d'abord, place au focus. Il est l'un des créateurs de contenu voyage les plus suivis de la francophonie. Depuis plus de 10 ans, Bruno Maltor sillonne le monde pour partager ses découvertes et ses conseils. De destination en destination, il nous invite par ses vidéos immersives à voir le monde autrement. Place à notre focus du jour, signé aujourd'hui Dylan Coller. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au cœur de l'Europe. Aujourd'hui, on vous propose un tour du monde sans même quitter votre fauteuil, en compagnie de Bruno Maltor. Créateur de la chaîne YouTube du même nom, cet Auvergnat d'origine a su transformer sa passion pour le voyage en une aventure numérique suivie par plus de 477 000 personnes. Bruno Maltor commence son parcours en 2012 en lançant son blog Votre Tour du Monde, une invitation à partir aux quatre coins du globe. Sur sa chaîne YouTube, il propose des vidéos immersives de l'Asie à l'Amérique, en passant par l'Europe. Il partage ses expériences, ses coups de cœur et ses conseils pratiques pour voyager autrement. Un seul objectif, rendre le voyage accessible à tous et encourager la découverte de nouvelles cultures. Il met également en lumière les richesses de nos régions françaises, que ce soit en explorant les volcans d'Auvergne, en sillonnant le Berry ou en découvrant les trésors cachés de l'Oise. Il valorise le patrimoine local et incite à redécouvrir la France. Est-ce que vous vous rappelez de la diagonale du vide? Un terme que vous avez peut-être déjà entendu dans les médias, sur les réseaux ou même à l'époque en cours de géographie. Une ligne imaginaire qui traverse la France et où il ne se passerait apparemment rien. Loin des grandes attractions touristiques, des axes de commerce et des sites fréquentés. Le vide quoi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pour le savoir, je suis parti dans le Berry, au centre de la France et en plein milieu de cette diagonale. Et le centre de la France, il est là, sur le monument que vous voyez derrière moi. Oui, je vous emmène en plein cœur de notre beau pays. Bienvenue dans la diagonale du vide, bienvenue dans le Berry. Ce qui le distingue avant tout, c'est son authenticité, son engagement pour un tourisme responsable et sa volonté de partager des expériences sincères. Voyageur connecté et curieux, Bruno Maltor nous invite à élargir nos horizons et à embrasser la diversité du monde qui nous entoure. Alors, si après tout ça, vous n'avez toujours pas envie de voyager, n'hésitez pas à suivre ses aventures directement sur sa chaîne YouTube. Une source d'inspiration inépuisable pour toutes vos prochaines destinations. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace! Tout le monde a déjà vécu ce moment, celui où soudain quelque chose que l'on ne comprenait pas devient évident. Et bien certains ont fait de ce déclic leur spécialité. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Et ce sont les créateurs de contenu éducation. En utilisant les codes et les formats des réseaux, ils expliquent en quelques minutes ce qui semblait inaccessible à leur audience. C'est une autre manière de transmettre le savoir qui mérite qu'on s'y attarde. Et justement, c'est ce que l'on va faire tout au long de cette émission. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Ulrich Mama, alias le prof de la Cahier. Vous êtes donc créateur de contenu éducatif sur les réseaux sociaux. Alors je le disais, donc, on vous connaît plus spécifiquement sous cet alias le prof de la Cahier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous faites sur votre compte? Alors, sur les réseaux sociaux, je m'amuse à vulgariser le contenu scientifique. J'ai commencé avec les mathématiques et je m'ouvre de plus en plus à d'autres matières. Et l'idée derrière tout ça, c'est de générer un déclic chez une personne soit en difficulté ou qui est curieuse sur des concepts théoriques un peu compliqués ou des fois très simples. Alors à qui est-ce que vous vous adressez en priorité? Est-ce que c'est plutôt aux élèves ou est-ce que même vous avez une cible peut-être un petit peu plus adulte?
Alors, à l'origine, je m'adressais aux élèves, au tout début. Puis, à force de poster du contenu, on voit que ça attire plein de personnes. Et au final, on attire juste des curieux. Donc, des personnes qui aiment, qui ont toujours voulu comprendre des notions scientifiques, mais qui n'ont jamais réussi à savoir comment faire. Ça paraissait toujours trop dur pour eux. Et du coup, le défi, c'est à chaque fois de comment je fais pour rendre tel concept beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Ouais. Bon, alors, qui est le prof de la cahier et d'où est-ce qu'il vient? Comment vous en êtes arrivé là? Du coup, le prof de la cahier, c'est un jeune du 91, rêveur, qui a toujours enchaîné des tonnes de projets et qui s'est toujours battu, entre guillemets, pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, j'essaie de résumer assez simplement, mais disons que j'ai eu une enfance un peu classique pour les jeunes du 91. Je viens d'un quartier, un petit quartier où on va dire que j'avais pas non plus toutes les difficultés des jeunes de quartier parce que j'avais de la chance. C'est un quartier plutôt calme. Après, il y avait les réalités qui étaient plutôt financières, etc. Les risques un peu moins. Et je me suis vite rendu compte qu'il fallait que je bosse, qu'il fallait que je travaille vraiment dur pour atteindre mes objectifs, parce que si je le faisais pas... Personne ne le ferait à votre place. Exactement. Et du coup, vous aviez une appétence pour les sciences. Quel a été votre parcours pour en arriver à devenir un pédagogue finalement sur ce sujet? Alors, je sais que ça paraît bizarre dit comme ça, mais j'étais pas un crack en sciences. Donc, quand j'étais au collège, lycée, le collège ça allait, mais à partir du lycée, ça a commencé à se corser pour moi. Surtout quand je suis passé en première scientifique, j'ai commencé à avoir des 8, 9 de moyenne en maths. Et même en physique-chimie, c'était pas foufou. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais un élève qui avait des lacunes et qui travaillait énormément à chaque fois pour progresser. Donc ça a toujours été comme ça pour moi. Je bataillais à chaque fois pour passer de 8 à 10, puis à 11, 12 de moyenne, quoi. Donc ça a été toute ma scolarité. Et là, du coup, vous offrez aux jeunes qui, peut-être, eux, bataillent un petit peu, une porte d'entrée différente pour justement obtenir de meilleures notes, finalement. C'est ça, exactement. Parce que comme je sais comment un élève qui a des difficultés raisonne, et moi, j'ai fait le passage d'être nul à devenir bon. Donc je connais tout le cheminement. Tous les mécanismes. C'est un mécanisme que je maîtrise, donc je sais comment transmettre correctement une pédagogie ou des choses compliquées. Et alors pourquoi cet alias de le prof de la cahier? Pourquoi avoir choisi ce pseudo? Parce que c'est ce qui me représente. Comme j'ai dit, moi, à l'origine, je suis un jeune de quartier, tout simplement. Et l'idée... quand j'ai eu le nom, c'est venu naturellement. Je me suis dit, je vais m'appeler le prof de la cahier. J'étais avec ma mère, je me rappelle. J'ai créé mon compte devant elle et je lui ai dit, je vais m'appeler le prof de la cahier, le prof de la rue, parce que c'est moi, c'est mes potes, c'est comme ça qu'on est, quoi. Mais alors, à partir de quel moment vous vous êtes dit, en fait, je sens que j'ai du talent pour pouvoir expliquer? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de vous lancer? Alors, en fait, c'était quand j'étais en école d'ingénieur, je donnais des cours particuliers. Et à chaque fois, mes clients, tous les étudiants étaient toujours contents. Donc les parents me disaient tout le temps, Ulrich, c'est trop bien. À la base, on avait perdu espoir, mais depuis que tu es là, ça se passe mieux pour notre enfant. Donc on te veut pour l'année prochaine, ne nous lâche pas. Et je voyais qu'à chaque fois, j'avais des élèves qui avaient des niveaux, on va dire, assez bas. Et je leur permettais toujours de progresser. C'est-à-dire qu'il y en avait qui passaient de 6 à 10, il y en a d'autres qui passaient de 10 à 12 ou d'autres de 14 à 16. Mais il y avait toujours une progression. Et quand je suis arrivé en école d'ingénieur, il y a cette notion on a besoin tout simplement d'argent, on a besoin de financer que ce soit nos études ou acheter à manger le midi. Et j'avais déjà testé l'intérim, toutes ces choses-là, ça me parlait plus. Donc je suis tombé sur les cours particuliers. Et franchement, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment le déclencheur. Et à partir de tout ça, je me suis dit pourquoi pas aider plus de personnes. Et je me suis lancé sur les réseaux sociaux. Donc finalement, ce que vous faites aujourd'hui, c'est un petit peu du soutien scolaire, mais de masse, ouais. Gratuit, ouvert à tous? À l'origine, c'était ça.
Beaucoup plus. Là, mon contenu, il a un peu évolué hein, parce que j'allais pas faire la même chose que je faisais au début tout le temps. Mais au début, c'était presque ça. C'est-à-dire que je partais du principe que si tu as une difficulté sur un concept précis, tu regardes ma vidéo et ça t'explique tout de A à Z. Et du coup, il y a un avant-après. L'avant, la vidéo, c'est que tu comprends pas, par exemple, les équations, tu sais pas faire une équation. Tu regardes la vidéo, après, tu sais faire une équation. C'était ça. Donc oui, c'était presque ça. Est-ce que vous pensez justement que les réseaux sociaux peuvent aider à réduire certaines inégalités scolaires? Vous y croyez, ça? À la force des réseaux sociaux, à leur puissance? Alors, oui et non. Dans le sens où, lorsque tu arrives... au collège, enfin même au lycée, j'ai envie de dire, avec certaines difficultés, tu ne pourras pas rattraper 10 années d'études, donc tu ne pourras pas rattraper la primaire, le collège, etc. Par contre, ça peut t'aider à combler tes lacunes à un moindre coût. C'est-à-dire qu'un prof particulier, il faut un certain budget, ce qui est normal en soi. Là où sur les réseaux sociaux, ça peut être gratuit, ça te fait gagner du temps, de l'argent, et en plus de ça, ça te permet justement de comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant, donc c'est vraiment cool. Et puis il y a aussi cette notion de déclic, hein. Quand on se rend sur votre page Instagram, le message il est très clair dans votre biographie, vous dites « Je t'aide à capter tout ce que tu détestes ». Alors déjà, pourquoi est-ce que selon vous, autant de jeunes détestent encore les maths et les matières scientifiques aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'explique ça? C'est qu'il y a un côté peut-être intimidant ou... Parce qu'on ne nous les apprend pas correctement. Je pense que c'est ça. J'ai fait une conférence la semaine dernière et je parlais justement de ma pédagogie et la façon dont j'enseigne mes connaissances. Et ce que j'ai remarqué, et je me sens concerné par ça, c'est qu'avant j'avais des difficultés dans les matières scientifiques parce que je ne savais pas apprendre. J'avais pas de méthode, je savais pas passer d'un point A à un point B correctement. C'est-à-dire que on me demandait d'apprendre mon cours, je faisais du n'importe quoi. Et juste parce que j'avais réussi un exercice en regardant la correction, je pensais que j'étais bon. Alors que c'était pas comme ça. Et je pense que contrairement aux langues, les matières scientifiques, elles sont pas assez ancrées dans notre quotidien. Pourtant, on est entouré que de ça. Et l'idée, ce serait de pouvoir présenter les sciences d'une autre façon, donc c'est-à-dire d'une façon très ludique, au moins dès le plus jeune âge. Et ensuite, pour les personnes qui veulent approfondir un peu plus, il y a des études scientifiques où tu vois des trucs qui font peur, des équations avec des x puissance 15, ce genre de choses. Mais disons que cette théorie-là, elle n'est pas obligatoire pour tout le monde. Déjà, il y a une approche, on va dire, assez simple qu'on peut aborder sans souci, et ensuite on approfondit. Et cette façon de voir les choses, ça change tout. Bien sûr. Cette phrase aussi, donc je la répète, je t'aide à capter tout ce que tu détestes, j'ai envie de dire qu'elle sonne presque comme un slogan finalement. Ouais. Est-ce que vous l'avez aussi pensé peut-être comme une manière justement d'accrocher des élèves qui ne se sentent plus concernés par ces matières? Oui, c'est aussi l'idée. L'idée, c'est de montrer que même quand tu penses que tu as des difficultés dans les matières scientifiques ou que tu penses que tu es nul, parce que c'est ça le mot, généralement, les gens ne disent pas que j'ai des difficultés, ils disent je suis nul en maths, je suis nul en physique, chimie, peu importe. L'idée, c'est de montrer que même si ça paraît dur pour toi, en fait, avec les bonnes méthodes, la bonne pédagogie, tu es capable de comprendre certaines choses. Peut-être pas tout, mais en tout cas, tu es capable de comprendre plus que tu ne le penses. Et après, c'est à toi de juger si tu vas aller plus loin. Donc, c'est ça l'idée derrière cette phrase. Alors, vos vidéos, elles sont très codées culture urbaine. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être un petit peu nous expliquer? Parce qu'il y a forcément des gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ne connaissent pas vos vidéos. Comment est-ce que vous les construisez, ces vidéos, pour pouvoir expliquer? Franchement, il n'y a pas de code. Ces vidéos, c'est un peu mon quotidien. C'est des choses que je consomme. C'est pour ça que pendant un moment, il y avait pas mal de références au rap, à d'autres... je pense que j'ai dû faire référence à des youtubeurs, à des films, ce genre de choses. Et en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de moi.
Le prof de la cahier, c'est une extension de moi-même, de Ulrich. Donc c'est juste que j'arrive à tout imager et à faire passer mon message comme il faut, quoi. Bon, on va continuer à en parler, bien évidemment, et ça sera en seconde partie d'émission. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure d'aller sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. De retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, bien évidemment, Ulrich Mama, alias le prof de la cahier, qui est donc créateur de contenu éducatif sur les réseaux sociaux. Il nous aide à décrypter les mathématiques et on continue à parler de tout ça en seconde partie d'émission. Alors Ulrich, juste avant de partir en pause, on commençait un petit peu à décrypter vos vidéos finalement. Donc on expliquait que vous partez donc de références culturelles, que ça soit de la musique, que ça soit des films, qui sont donc une extension de vous-même finalement, de ce que vous consommez. Est-ce que ça c'est un levier pédagogique ou c'est simplement une manière d'accrocher votre audience ? En fait, je vais peut-être me contredire, mais ça dépend. C'est pas aussi compliqué que ça parce que des fois, enfin même souvent, ça m'arrive aussi de faire des vidéos où il n'y a aucune référence. D'accord. L'idée, c'est juste d'avoir un sujet, une idée, et de savoir comment la transmettre de la meilleure façon possible. Parce que j'ai fait récemment une vidéo, je réfléchis, je ne me rappelle plus du sujet exact, mais c'était quelque chose du genre, tu préfères 1 million d'euros maintenant ou 1 centime doublé tous les jours pendant 3 mois ou quelque chose comme ça. Et c'est un dilemme, et là, en soi, il n'y a pas de référence. Bien sûr. Donc, en fait, ça va dépendre des vidéos. Il y a des vidéos où je m'amuse, je vais mettre des petites références, des petits trucs, et des fois, un peu moins. Mais alors, comment est-ce que vous choisissez les sujets que vous allez aborder ? Je me lève un matin et j'ai des flashs.
Non, je plaisante. En fait, sérieusement, des fois, j'ai pas d'inspiration. Je suis honnête. Des fois, j'ai pas d'inspiration. Et il y a des fois, en scrollant, en regardant des trucs, ou en me posant une question le matin, je me dis, tiens, ça ferait un bon sujet de vidéo. Et ensuite, je vois comment bien faire une vidéo, on va dire, avec un rendu assez cool. Et puis voilà, simplement. Mais alors là, ça fait combien de temps finalement que vous faites ça? Ça fait déjà plusieurs mois, plusieurs années? Ouais, ça fait, je dirais, 2-3 ans. 2 ans et demi, 3 ans par là. À raison de combien de vidéos par semaine à peu près? Bon, ça dépend. Il y a des semaines, j'en fais pas. Là, en ce moment, je fais moins de vidéos parce que j'essaie de réfléchir à des nouveaux concepts. Mais à un moment, je faisais des fois 2 vidéos par jour. Mais alors quand même, il faut avoir un peu de ligne éditoriale. On peut pas. J'imagine que quand on produit autant de contenu, il faut avoir une petite ligne directrice, de se dire je vais peut-être parler effectivement des équations, je vais parler de. Non, vous faites vraiment au feeling. Ouais, c'était au feeling. Et au début, ce que je faisais beaucoup, c'est je disais aux gens de poser leurs questions. Donc tous les abonnés, je leur demandais de poser les questions en commentaire. Comme ça, je voyais à quelles questions répondre et ça me donnait de l'inspiration. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup plus facile. Là, c'est plus dur justement parce que les sujets sortent de ma tête. D'accord. Donc c'est un peu plus... Voilà. Et comment est-ce que vous décidez aussi de la manière dont vous allez les aborder? Parce que finalement, donc vous nous dites que vous pouvez avoir soit donc des références culturelles, soit juste poser ça sous la forme d'un dilemme, soit finalement avec de l'humour. Ouais. Comment est-ce qu'on arrive à se dire, OK, là, je reprends l'exemple des équations, je parle des équations et je vais le faire avec ça? C'est une question de talent? Ouais, je pense que c'est plus du feeling, du talent. J'ai pas la prétention de dire que c'est ça, mais en tout cas, ça se joue beaucoup au feeling. C'est-à-dire que il y a eu plusieurs... j'ai passé plusieurs caps, on va dire, en termes de création de contenu. Enfin, quand je dis plusieurs caps, c'est, on va dire, plutôt personnel. C'est-à-dire qu'au début, je créais beaucoup de sujets par rapport à ce que les abonnés me demandaient. Mais de plus en plus, je crée des concepts, on va dire, donc des espèces de mini-concepts où je vais avoir une thématique. Et la thématique, ça va être une thématique scientifique. Et je vais plutôt me dire, OK, comment je peux transmettre ça de la meilleure façon possible. Et ensuite, est-ce qu'il y a des rêves, il n'y en a pas, etc. Ça passe en second plan. L'idée, c'est que je fasse ma vidéo et qu'elle réponde à la question de la façon la plus simple possible. Et est-ce que vous avez des retours des personnes qui regardent vos vidéos potentiellement, qui ont peut-être d'autres questions et que vous éclairez en message privé? Oui, souvent, ils sont très contents parce qu'ils vont me dire bah, merci, grâce à toi, j'apprends des choses que je ne comprenais pas avant. Tout devient plus clair. Ou il y en a d'autres qui vont me dire bah, merci beaucoup, franchement, je ne pensais pas que les sciences, ça pouvait être intéressant. Et je m'amuse à regarder ton contenu. Donc voilà, j'ai des retours assez variés. J'ai aussi eu des retours d'élèves qui m'ont dit merci, grâce à toi, j'ai eu un déclic et maintenant je comprends mieux les maths. J'ai des bonnes notes, ce genre de choses. Ce qui est plutôt gratifiant a priori. Est-ce que vous avez peut-être aussi, dans ce qu'on appelle les DM, des profs qui reviennent vers vous, qui vous disent c'est top ce que tu fais, ou est-ce que finalement le monde de l'école et des réseaux sociaux, ça reste encore... finalement, ils ne dialoguent pas encore? Ça dépend parce qu'il y a plusieurs générations de profs. À mon avis, les profs qui sont diplômés récemment, on va dire sur les 10-15 dernières années, ils arrivent encore à suivre ce qui se passe. Donc après, c'est en fonction de leur feeling. Soit ça leur plaît, ils comprennent cette nouvelle vibe, cette nouvelle façon d'apprendre. Donc ils encouragent leurs élèves à regarder ce que des créateurs de contenu font, donc comme moi ou d'autres. Et il y en a d'autres peut-être qui ne regardent pas trop. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu de mauvais retours. C'est-à-dire que j'ai déjà vu même des profs projeter directement mes vidéos dans leur salle de classe. Donc ça dépend en fait, ça dépend des profs. Et ça aussi, c'est gratifiant. Ouais. Est-ce que vous pensez justement que l'éducation nationale devrait davantage collaborer avec des créateurs de contenu éducatif? Alors, collaborer avec des créateurs de contenu éducatif, pourquoi pas ? Parce que nous, on a des idées et à un moment, si des vidéos fonctionnent, c'est pas un hasard parce qu'on a directement le retour des élèves qui sont le centre du coup de l'éducation nationale. Après, l'idée, ce serait surtout à eux peut-être de voir de quelle façon ils pourraient réadapter les programmes pour faire en sorte que les élèves s'intéressent encore plus aux matières et prennent plus de plaisir à apprendre. Donc,
à voir, pourquoi pas. Est-ce que vous verriez, pardon, c'était pas facile à dire cette phrase-là, un jour enseigner dans une classe classique, ou est-ce que finalement les réseaux sociaux, c'est ce qui vous plaît? Alors, moi j'aime bien les cours particuliers, mais je sais qu'enseigner à une quinzaine, vingtaine d'élèves, c'est différent. Parce qu'en fait, en cours, ça dépend des établissements, bien sûr, hein, mais en même temps, tu dois donner des cours et en même temps, tu fais du management d'élèves. Donc, c'est pas du tout le même travail. Du coup, un grand respect d'ailleurs aux professeurs. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc je me filme, j'ai des idées, etc. Donc, c'est pas du tout pareil. Et pour l'instant, je me vois pas donner des cours dans une salle de classe, quoi. Je préfère faire mes petites expériences dans ma chambre, mes petits trucs, et puis voilà. Bon, pour revenir sur le format de vos vidéos, on le disait, il y a un ton quand même assez humoristique finalement, assez léger dans ce que vous faites. Est-ce que vous pensez qu'on peut enseigner sérieusement en étant fun, justement? Alors, c'est possible, mais ça dépend à quel niveau exactement. C'est-à-dire que à l'école primaire, donc l'école primaire, l'école maternelle, c'est possible. Au collège aussi, c'est possible. Mais à un moment, par contre, si on veut faire des études de haut niveau, en tout cas des études scientifiques de haut niveau, on est obligé de passer par des choses beaucoup moins drôles, on va dire, des choses très théoriques, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. C'est comme quelqu'un qui parle français, une personne qui est débutante en français va pas commencer à faire des dissertations. C'est évident, c'est normal, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de se dire qu'on peut apprendre en s'amusant, au moins pour avoir de bonnes bases. Une fois qu'on a des bases complètes, on peut approfondir et faire des choses pas drôles. Mais tout est lié. Pour continuer toujours sur le format, on le sait, hein, sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne aujourd'hui, ce sont les vidéos courtes. Est-ce que ça, c'est une contrainte ou finalement un avantage pédagogique ? Alors non, c'est pas forcément une contrainte parce que moi j'ai appris avec Yvan Monca. Donc des fois quand j'avais des difficultés à l'époque, j'allais sur YouTube et je regardais ses vidéos et il me semble que c'était du contenu long. Aujourd'hui, ça peut être une contrainte en fonction de ce que tu vises en tant que créateur, parce que la contrainte que tu vas rencontrer quand tu fais du coup le format court, c'est que tu es limité dans le temps. Tu es obligé d'aller droit au but. Tu peux pas tout expliquer. Donc tu négliges quelques points volontairement pour que les personnes comprennent l'essentiel. Est-ce qu'il y a certains sujets du coup que vous renoncez à aborder parce que les vidéos courtes justement ne permettent pas de rentrer dans le détail et que vous y perdriez en clarté ? Non, je renonce pas. Enfin, il y a des sujets, je renonce à aucun sujet. Mais l'idée, c'est de se dire que si, par contre, un jour, j'ai envie d'aborder des choses de façon plus concrète, en allant vraiment, en explorant vraiment tous les côtés de la thématique en question, bah, je serai obligé d'aller sur du format long. Donc voilà, c'est juste ça. On l'a dit, hein, donc d'être sur des vidéos courtes, ça force à être plus clair. Là où en maths, parfois, on a l'impression que justement, on se perd dans les explications. Finalement, ce que vous nous expliquez avec votre compte, c'est que les maths, on n'est pas obligé de se perdre dans les explications. Et les maths, on peut aller droit au but, ça peut être simple. Ouais, bah oui, c'est pas obligatoire, mais à un certain niveau, ça le devient. C'est-à-dire que si tu fais des études, enfin de la recherche en statistique ou je ne sais quel sujet poussé, t'es obligé. Si tu vas en master, tu veux faire une école d'ingénieur, à un moment, il ne faut pas tourner autour du pot. Tu es obligé de mettre tes mains dans le cambouis, comme on dit, et vraiment approfondir des notions scientifiques qui sont parfois compliquées, mais ça fait partie du jeu quand on veut devenir un expert dans une matière ou dans une thématique précise. Bon, allez, puisqu'on arrive en fin d'émission, pour un élève qui nous regarderait et qui se dit aujourd'hui les maths, c'est pas pour moi, qu'est-ce que vous auriez à lui dire ? Les maths, c'est pour tout le monde. Et si tu penses que c'est pas pour toi, ça veut dire que t'es pas tombé sur la bonne personne qui t'a fait découvrir les maths de la bonne manière. C'est aussi simple que ça. Bon, merci beaucoup Ulrich Mama d'avoir été avec nous. On le rappelle, hein, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, à la fois sur Instagram et sur TikTok, sous l'alias le prof de la Cahier. Merci beaucoup aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Mais surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, portez-vous bien.